Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Tout de suite, le sommaire. Le secteur touristique tunisien berne au premier trimestre 2015. C'est ce qui ressort des statistiques que viennent de publier les autorités du pays. Les Zimbabwéens réclament plus d'emplois dans leur pays. Ils étaient dans les rues samedi pour exprimer leurs revendications. Enfin, nous nous intéresserons au blanchiment d'argent et son impact sur le secteur privé. En Tunisie, le secteur touristique peine donc encore à décoller. Les chiffres du premier trimestre 2015 rendus publics par les autorités du pays montrent un certain désintérêt des touristes à se rendre dans ce pays. Reportage. Au premier trimestre 2015, les recettes du secteur touristique tunisien ont baissé de 6,8% par rapport à la même période en 2014, tandis que les nuitées ont chuté de 10,7% et les arrivées aux frontières de 14,2%. Des chiffres qui illustrent la crise qui secoue le tourisme tunisien depuis la révolution de décembre 2010-janvier 2011. Pour corriger le tir et tenter de sauver la saison estivale qui s'annonce difficile, surtout après l'attaque du Bardo, les autorités tunisiennes entendent multiplier les mesures pour sécuriser le parc hôtelier, les aéroports, les sites et circuits touristiques. Le pays a par ailleurs lancé une campagne de publicité internationale avec la participation de personnalités pour booster le secteur. Une campagne intitulée « Tunisie, moi j'y vais ». Au Zimbabwe, le principal syndicat a manifesté samedi dernier devant les bureaux du gouvernement. Ce syndicat demande notamment au président Robert Mugabe de relancer l'économie du pays d'une part et de tenir sa promesse électorale de créer 2 millions d'emplois d'autre part. Ils sont en quête d'emploi et le clament à coups de chant dans les rues. Ils étaient quelques centaines à manifester samedi à Harare et dans 5 autres villes du Zimbabwe pour exiger du gouvernement de Robert Mugabe la tenue de ses promesses électorales en matière de création d'emplois. Le gouvernement avait promis qu'une fois au pouvoir, il créerait plus de 2 millions d'emplois en 5 ans. Mais nous y sommes presque. Mais nous n'avons pas vu la moindre création d'emplois. Juste des gens qui ont perdu leur travail. Face à cette situation, ces manifestants demandent aux autorités zimbabwéennes de repenser leur politique en matière d'emploi. Nous demandons que le gouvernement repense l'introduction de la flexibilité sur le marché de l'emploi, l'amendement arbitraire sur les lois du travail et nous disons non au gel des salaires. Précisons qu'au Zimbabwe, le salaire moyen mensuel tourne autour de 246 $, alors que le seuil de pauvreté est fixé à 500 $. Le blanchiment d'argent peut constituer un frein au développement du secteur privé, pourtant considéré comme étant un énorme contributeur au développement en Afrique. Mais qu'est-ce que c'est que le blanchiment d'argent et son impact sur le secteur privé? Je vous propose d'en savoir plus à travers une intervention de la responsable principale des programmes du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, en abrégé JIABA. Blanchiment d'argent, c'est le fait de cacher l'origine criminelle des gains qu'on a. C'est-à-dire quelqu'un qui va commettre un crime et qui gagne énormément d'argent, mais il essaye de cacher l'origine criminelle de cet argent et donner une apparence légitime au fond. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient ici avec des sommes importantes issues de trafic de drogue, par exemple, et il a énormément d'argent, s'il vient, il peut acheter des usines pour pouvoir blanchir son argent. C'est-à-dire il injecte les fonds illicites dans le système financier pour légitimer les fonds qu'il a. Mais une fois qu'il a retrouvé l'argent légalement, de l'autre côté, il peut partir fermer les usines.
Et si par exemple vous n'avez pas d'usine de sucre, par exemple, ça c'est un exemple, il achète ou bien il installe une usine, et une fois que lui, il a fait l'argent dont il a besoin, c'est-à-dire il a légitimé son argent, il ferme et il s'en va. Alors finalement, si celui qui est légitime, il ferme son usine, ce qui va se passer, l'autre, une fois qu'il a gagné ce qu'il veut gagner, c'est-à-dire il a légitimé ses fonds, eh bien il va partir, il va fermer l'usine. Et finalement, vous n'aurez pas d'usine de sucre. Et l'argent quitte le pays, parce qu'il n'est pas venu pour s'installer ici. Nous ne sommes pas une organisation policière. On est là pour aider les pays à mettre en place des dispositifs législatifs, institutionnels et opérationnels en tout cas, pour pouvoir mener la lutte. Et justement, parlant de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest, de quels moyens dispose le JIABA pour la mener efficacement? Quel a été le chemin parcouru depuis l'existence de cette organisation sous-régionale et qu'est-ce qui reste à faire pour rendre cette lutte encore plus dynamique? Voici quelques éléments de réponse. Tous les pays, depuis que le JIABA est là, tous les pays ont ce qu'on appelle la loi uniforme, surtout pour les pays francophones. Il y a la loi uniforme pour les 8 pays et pour les autres pays comme le Ghana, le Nigeria, Libéria, Sierra Leone et la Gambie et le Cap-Vert aussi. Bon, il y a des lois anti-blanchiment dans ces pays-là. Bon, il y a des faiblesses, mais on est en train d'aider les pays à renforcer la loi. Il y a les institutions qu'on a mis en place aussi, par exemple les CENTIF, dans tous les pays de la région ont une CENTIF, mais qui opèrent à des niveaux différents, parce qu'il y en a qui sont plus performants que d'autres, il y en a qui ont été établis dès le départ des activités du JIABA, et il y a d'autres qui viennent de s'installer, et donc leurs niveaux ne sont pas égaux. Il y a des pays, regardez la Côte d'Ivoire, qui commence à vraiment se moderniser, qui va prendre incessamment sous peu une loi qui est déjà rédigée de protection des témoins et des victimes. Il faut penser que beaucoup de personnes dans ce système, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient des acteurs, peuvent être des contributeurs à cette lutte. Les professionnels comme la société civile, et il faut les protéger également. Cet arsenal juridique qui doit se moderniser. En Côte d'Ivoire, il y a eu la révision des 4 codes usuels, code pénal, code procédure pénale, code civil, code procédure civile. Donc on voit qu'il y a quand même cette volonté politique, il faut que ça aille plus loin, et il faut s'inspirer surtout dans la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO pourrait être une force, comme va l'être le G5 du Sahel, pour véritablement se dire, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je peux adopter. Regardez des trames informatiques, un système informatique de base de données simple, mais qui soit commun aux différents États de la CEDEAO. C'est ensemble qu'on peut vraiment y arriver. C'est pas parce que l'infraction ou les acteurs sont à un moment donné ivoiriens, béninois, togolais, nigérians et ne sont pas sur le territoire que je ne suis pas moi aussi responsable comme acteur et pouvant arriver à faire prospérer mes investigations. Recevons maintenant notre confrère Kazmi Pédia du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. C'est juste après ceci. Kazmi Pédia, bonjour. Journaliste au quotidien L'Économiste, comme je viens de le dire, et la une aujourd'hui affiche e-déchets, le Bénin assainit ses entrepôts électriques et électroniques. Qu'est-ce que vous entendez par e-déchets? C'est la production des déchets électroniques, c'est ni plus ni moins. Les entrepôts, les magasins d'appareils usés que nous avons ça et là dans la ville de Cotonou, dans les villes au niveau du Bénin et aussi dans les centres ruraux. Donc voilà, e-déchets, ce n'est ni plus ni moins ces appareils que nous n'utilisons plus, mais que nous ne sortons pas, nous gardons ça pas devant nous et qui nous cause beaucoup de dommages dans nos maisons, dans nos magasins. Qui nous encombre aussi énormément. Alors comment sont gérés justement ces déchets au Bénin? Il faut dire que si le Bénin a opté depuis des années pour les technologies de l'information et de la communication, à savoir l'évasion de ces appareils neufs, l'évasion de ces appareils aussi usés qui nous viennent directement de l'Europe,
nous n'avons aucune politique au Bénin pour pouvoir assainir le cadre de nos entrepôts, pour assainir ces appareils qui ont fini, vaille que vaille, leur fonctionnement dans nos maisons. Alors, c'est difficile aujourd'hui de dire au Bénin que le gouvernement a une politique de recyclage ou de destruction de ces appareils-là. Tout de même, il convient de dire qu'il y a de ces entrepôts, de ces centres-là, qui reçoivent ces appareils, et c'est les enfants, vous voyez, c'est des enfants, c'est des jeunes qui sont sur ces dépôts-là et qui extraient certaines matières comme le zinc, l'uranium, les métaux précieux pour pouvoir les remettre sur le marché. Donc forcément, il y a quand même un dépôt sauvage de l'informel qui essaie de recycler ces appareils-là, au-delà de ce que le gouvernement ne fait pas, au-delà de ce que ces opérateurs économiques, ces maisons ou ces opérateurs GSM ne font pas. Il y a quand même la population qui se charge forcément de ces genres de recyclage-là. Vous parlez d'opérateurs, il y a par exemple MTN, Canal+, et Ericsson qui sont en partenariat justement avec l'État béninois dans ce secteur-là. Qu'est-ce que le Bénin tire exactement de ce partenariat ? Il faut dire que depuis 2014, les trois opérateurs dont vous venez de citer, à savoir MTN, Ericsson et puis Canal Sat, ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir recycler conformément aux dispositions des Nations Unies qui voudraient que désormais on puisse assainir nos cadres de vie, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines matières, certaines substances que ces appareils-là contiennent qui sont nuisibles pour l'environnement et aussi pour l'homme. Donc désormais, ces trois opérateurs se sont mis ensemble pour recycler. Et on a vu la semaine dernière, les trois partenaires ont fait débarquer à Cotonou des conteneurs de 20 pieds pour pouvoir recycler tout ce que les populations ont comme décodeurs, anciens décodeurs qui jonchent les magasins, qui jonchent les salons, qui ne servent plus à rien. Et donc, ils ont recyclé et direction Durban, en Afrique du Sud, pour pouvoir les recycler et récupérer les matières qui quand même sont encore fonctionnelles et pouvoir les remettre sur le marché afin de quand même faire quelques retouches, quelques aménagements au niveau de la production de leurs matériaux. Et à votre avis, Kazmi Pédio, quelle stratégie doit-on mettre sur pied pour la collecte, le recyclage, la destruction de ces déchets ? Il faut dire que le système des Nations Unies a imposé à tous les États membres désormais qu'il soit défini une politique juridique afin de pouvoir permettre le recyclage et surtout l'usage des appareils qui répondent aux normes. Alors aujourd'hui, l'Afrique ou le Bénin de façon particulière est identifié comme le pays des grands dépôts des appareils venant directement de l'Europe, des pays de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique. Désormais, il va falloir que les gouvernants puissent réfléchir sur le mécanisme à mettre sur pied afin que les marques de fabrique telles que Ericsson, telles que Philips, telles que Microsoft qui produisent de ces appareils-là puissent installer des sociétés, des unités de recyclage afin que les appareils qui sont hors normes, qui sont hors d'usage puissent être récupérés afin que ces appareils soient dégagés de l'espace pour ne pas polluer et pour ne pas contaminer la population, parce qu'il faut le dire, il y a des matières par exemple comme le mercure que ces appareils-là contiennent et forcément c'est nuisible pour la santé et aussi pour l'environnement. Merci beaucoup Kazmi Pédio pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez-moi demain pour une autre édition de ce programme. Au revoir.